Et alors j'ai la chance de recevoir effectivement l'homme qui tombe à pic pour un 31 octobre. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Le maître français de l'horreur qui vient nous voir le jour d'Halloween. On n'aurait pas pu faire mieux. Bonjour Maxime Chatham. Bonjour. Bienvenue. Mais alors, dans votre nouveau livre, là, on n'est pas du tout dans l'horreur. C'est un thriller, c'est ouais. ça. Un thriller que vous dédiez d'ailleurs à votre femme, Faustine Bollaert, parce que ce roman, Prime Time, se déroule dans le monde de la télévision, avec une prise d'otage en plein JT de 20h, en direct à la télé. Et alors, vous dépeignez en détail le plateau, la régie, comment on prépare un JT. Est-ce que c'est votre femme qui vous a ouvert les portes de la télévision et du JT en particulier ? Oui, alors oui, complètement. D'abord, elle m'a ouvert les portes. C'est peut-être pas le terme, mais c'est 13 ans de vie à côté de quelqu'un qui travaille dans le monde de la télé. Forcément, j'ai un peu imprégné toute cette atmosphère, cette ambiance. Puis je suis quand même souvent allé avec elle sur des plateaux. Donc, et après, oui, bien sûr, quand la question s'est posée d'aller sur des rédactions, je lui ai dit, chérie, est-ce que tu connais quelqu'un qui m'a dit, bah oui, bouge pas, j'envoie quelques messages. Non, vous êtes allé à France 2, j'imagine. Alors, je ne citerai pas les rédactions parce que je ne veux pas qu'il y ait d'idées de que les gens se projettent, se disent, alors c'est ça. Mais oui, j'ai fait quelques rédactions et de toute façon, les grandes rédactions de JT se ressemblent un peu toutes. Oui, donc complètement. voilà, c'est une organisation. Ouais, et puis surtout, indépendamment de leur organisation, c'est-à-dire que la dévotion qu'ils ont, la vocation qu'ils ont pour faire ce métier, ça, moi j'ai découverte. C'est-à-dire je pensais que c'était des journalistes passionnés, ça va au-delà de la passion. Travailler dans une rédaction d'un JT de 20 heures, c'est permanent, ça ne s'arrête jamais. Il faut vraiment avoir la vocation chevillée au corps. Mais alors, l'héroïne de Prime Time, c'est pas une présentatrice, puisqu'on suit en fait Charlène, dite Charlie, chef d'édition du JT de MD1, première chaîne de France. Bon, alors peut-être un lien inventé complètement. Complètement, voilà. Charlie, c'est elle qui parle à l'oreillette du présentateur, qui s'appelle Paul Dacky-Ferrand, et à 20h14, en plein direct, un être noir, cagoulé, la voix modifiée, surgit de derrière le décor et lui braque un revolver sur la tempe pendant qu'un reportage est diffusé, ce qui lui laisse le temps de parler à la régie. Oui, parce que, et d'ailleurs, ça fait partie des découvertes que je fais quand je fais de la recherche. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, le scénario, il arrivait en direct, face caméra, il pointait l'arme sur la tête du présentateur et il leur disait, si vous coupez le direct, je le tue. Pour ne pas laisser le choix, en fait, de lui obéir. Mais en réalité, quand j'ai discuté avec les journalistes et les rédactions, ils m'ont expliqué que si on faisait ça, le premier truc qu'il ferait, c'est de couper le faisceau avant tout, parce que c'est la consigne de sécurité obligatoire. À l'inverse, s'il venait pendant un reportage, il leur laisserait le temps de la réflexion, les 30 secondes nécessaires pour qu'ils se regardent et que le chef de plateau prenne la décision de dire, on garde pas l'antenne. Donc j'ai trouvé ça très malin. Ça, c'est les découvertes en fait qu'on fait quand on se confronte à la réalité par rapport aux idées qu'on a initialement. Et même l'idée de dire, alors attention, si vous rendez l'antenne, je tire, mais surtout, je peux le vérifier parce qu'il a son portable avec lui et il est connecté directement à MD1, donc il se voit en temps réel et donc ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de le laisser à l'antenne. Et la question après, c'est pour combien de temps et combien de temps va durer cette histoire. Et qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce que veut ce personnage? Qui sait, pourquoi? Et je ne sais pas si vous vous en êtes inspiré, mais vous savez que c'est déjà arrivé, alors pas à la télévision, mais à la radio, dans l'émission Les Routiers sont sympas, sur une grande radio, un homme a débarqué comme ça avec un pistolet qui était factice. Il a demandé à ce que l'animateur lise un texte. C'était en 1974. Vous étiez au courant de cette histoire ou pas du tout, Maxime Chatham? Non. J'ai cherché d'ailleurs quand j'ai commencé à travailler sur ce livre s'il y avait eu des précédents. Et alors j'ai vu qu'il y avait eu des chaînes de télé, mais pas sur les plateaux du JT en direct, c'est tellement sécurisé que ça semble improbable, mais sur des reportages extérieurs. Non, je connaissais pas cette anecdote. Et alors dans votre livre, Charlie devient malgré elle l'interlocutrice en fait du preneur d'otages. Elle est épaulée par le négociateur du GIGN qui arrive en régie. Et d'ailleurs, je me suis demandé si vous aviez fait lire votre script au GIGN parce que il y a un nombre de détails sur leur manière de travailler qui est assez bluffante. Ils sont formidables, c'est-à-dire que j'ai la chance de les connaître et de pouvoir passer du temps avec eux, et sur ce livre j'ai été très transparent. J'ai dit voilà ce que je veux faire, voilà comment j'aimerais le faire, est-ce que vous êtes partie prenante, je ferai rien contre votre avis. Et ils m'ont dit non seulement on est partant, on va t'aider, on va ouvrir toutes les portes qu'il faudra, et si tu veux on peut même le relire pour proposer des idées, des choses. Et ils l'ont fait, ils ont lu le bouquin, ils m'ont dit voilà, nous on dirait plutôt ça comme ça, le terme là c'est peut-être pas celui qu'on choisirait, mais pour le reste ils m'ont laissé carte blanche. Puis je voulais être sûr aussi de pas raconter des trucs que j'avais peut-être pas le droit de dire. Ça se sent que c'est très travaillé en recherche, en tout cas en amont. Et alors le preneur
preneur d'otage, il se fait appeler Kratos. Dans la mythologie grecque, Kratos, ça représente la force, la puissance, le pouvoir. Et il va prendre le pouvoir, effectivement. Il prend pas juste un présentateur JT en otage, il prend finalement tous les médias du monde en otage, parce qu'il sait que MD1 va faire des audiences planétaires, que toutes les chaînes du monde vont reprendre le signal. C'est parce que c'est quelque chose d'incroyable ce qui se passe. Oui, mais il y a qu'à regarder aujourd'hui n'importe quelle télévision. S'il se passe quelque chose d'unique sur une seule chaîne, quelque chose de phénoménal aussi dramatique qu'une prise d'otage, vous pouvez être sûr que tout le monde va vouloir le regarder. Dans le monde entier, on va commencer à tourner en boucle autour de ça parce que c'est du sensationnalisme. Et d'ailleurs, le livre pose cette question-là. À qui est la responsabilité de ce type de programmation-là? Est-ce que c'est les chaînes ou est-ce que c'est les gens qui, avec leur télécommande, finalement choisissent ce qui va être programmé le lendemain? Et d'ailleurs, j'en parle dans le livre, mais on se plaint parfois que les chaînes de télé, surtout privées, ne programment pas assez d'émissions culturelles, par exemple. Il suffit de regarder les audiences. Voilà. Vous comparez juste les audiences. En fait, le pouvoir, c'est pas la chaîne qui l'a. Il faut juste le rappeler un peu. Donc c'est le public derrière. Ouais, je suis assez critique, même très critique parfois que le monde de la télé dans le livre. Mais je suis aussi très critique. J'essaie d'être lucide sur le comportement des téléspectateurs. Exactement. Vous dites que zapper est un acte politique. C'est un acte politique. C'est le pouvoir. Le pouvoir, on l'a dans notre main avec la télécommande. À partir du moment où on choisit de regarder ou pas un programme, on choisit donc le type de programme qu'on veut voir à l'antenne. Mais ce qui est dingue, c'est que les téléspectateurs vont dans le sens du preneur d'otage finalement, et que lui a tout ce qu'il veut. Rien que le fait d'aller le regarder et d'aller voir ce qui se passe, c'est exactement ce qu'il demande et ce qu'il Bien sûr. Oui, mais et d'ailleurs, il y a un débat. C'est-à-dire que l'héroïne Charlène, à un moment, elle a vécu ça. On prend le bouquin, à un moment, elle est un peu dans une forme de désillusion parce que elle a voulu être journaliste pour plein de bonnes raisons très humanistes, et elle se rend compte au fur et à mesure que ça se passe pas comme ça. Et un jour, son rédacteur en chef la convoque, il lui dit mais en fait, faut que tu redescendes parce que tu vas dans un mur. Ça se passe pas comme ça. Et c'est là qu'il lui dit le pouvoir, c'est pas toi qui l'as, c'est pas nous qui l'avons, c'est les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Et à partir du moment où ils décident massivement de ne pas nous écouter ou nous regarder quand on fait des programmes bienveillants, gentils, positifs, et qu'à l'inverse, ils sont tous devant massivement quand on fait des trucs hyper anxiogènes, t'as qu'à regarder, en tirer les conclusions que tu voudras sur l'humanité et sur quelle est la fonction de ton métier. Et c'est aussi une réflexion sur le monde des médias et sur la télévision, votre livre Prime Time. Une réflexion d'ailleurs aussi sur les chaînes info. On va en parler dans un instant parce que je pense que ça va vous intéresser, Olivier Benkemoun, qui travaillait sur une chaîne d'info. Je signale que pas plus tard que le 9 janvier dernier, en Équateur, il y a une prise d'otage à la télévision en direct. C'est vrai. Par des narcotrafiquants. Ah oui. Et ça a créé le mythe du narco. Émission de télé en direct, divertissement, pas un JT. Et ils rentrent à plusieurs, ils prennent le gars en otage, et audience planétaire évidemment. Et ben voilà, la réalité rejoint parfois la fiction. Prime Time, votre nouveau roman, Maxime Chatham, est disponible en librairie aux éditions Albin Michel. Alors la dernière fois que vous êtes venu, il y a un an, Maxime, on avait dressé votre portrait sonore. On va tenter maintenant de dresser votre portrait culturel. À tout de suite. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas. Il est votre invité ce matin, Thomas. Les auditeurs sont ravis de le retrouver en librairie, et ça, c'est une superbe fin d'année 2024. Prime Time, c'est le nouveau roman de Maxime Chatham qui est notre invité. Et alors, je vous propose ce matin un portrait culturel. Quels sont les goûts de Maxime Chatham? On a enquêté sur cette question. Vous allez nous dire si on a vu juste. On commence avec un film. Super alerte au con. La ferme Bagou. La ferme Bagou. Les Goonies. Direct. Film culte des années 80. C'est un des films qui m'a tellement influencé, tellement marqué dans mon parcours d'être humain. C'est-à-dire que moi, je vois ce film-là, à cette époque, j'ai l'âge des héros, j'avais 12 ans, dans ces eaux-là, et je me prends dans la tête qui vivent exactement ce que je veux vivre. Et donc je monte ma bande, on commence à faire les 400 coups. Il nous arrive beaucoup d'ennuis surtout. Et ça a été jusqu'à une nuit, j'ai fait le mur, mes parents dormaient. On s'est retrouvés avec des copains et j'habitais au bord de la Seine et on a piqué une barque pour traverser la Seine pour aller sur l'île. Il y avait une île sauvage à cet endroit-là. On voulait l'explorer en pleine nuit parce que il paraît que c'était l'île d'un ermite. Il y avait un truc. Bon, en fait, on n'a rien trouvé. On aurait pu se faire noyer par une péniche. Ah, c'est ça, mais vous aviez beaucoup de chance de vous noyer. Ouais, on s'en est bien sortis. Goonies du 16e. Les Goonies du Val d'Oise. Ouais. Et alors, je sais que dans votre panthéon ciné, il y a aussi Le Silence des agneaux. Ouais, bien sûr. Il y a Seven. Plus récemment, est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué en particulier? Vous en avez un en tête? Oui, mais alors rien à voir. Comment ça s'appelle? C'est Babylone, je crois. Attendez, Babylone, ouais, bien sûr. Qui m'a magnifique. vraiment marqué. Et alors, côté musique, maintenant, je crois que l'un de vos groupes de musique préférés, c'est celui-là. Metallica, bah oui, grand classique, bien sûr. Mais alors, en ce moment, un peu dans le même genre, vous écoutez plutôt un autre groupe de rockers, mais qui fait aussi des petites balades. Vous voulez me faire pleurer? Comment vous savez ça?
On a une équipe d'enquêteurs. nous C'est bon, aussi. j'ai compris. Te casse pas. La Alter coupable Bridge. sera punie. Alter Bridge, Watch Ouais. Over You. Voilà, c'est un groupe américain. Là, j'ai Miles pris le Kennedy. titre le plus calme, mais ils ont des choses beaucoup plus énervées. Hein. Oui, mais globalement, c'est du rock un peu, c'est du rock tonique, mais avec des magnifiques ballades. Miles Kennedy, non, c'est un groupe qui me fascine, c'est en termes de musique, d'ambiance, Ouais. d'atmosphère. Moi, je connaissais pas, j'ai découvert effectivement Alter Sublime. Bridge. C'est très très beau. Et vous écoutez ça en écrivant aussi, ça vous tient en haleine? Non, alors ça dès qu'il y a des textes, j'y arrive pas parce que du coup j'écoute les paroles. Ouais. mais de je la vis musique. avec de la musique. C'est-à-dire, toute la journée, j'écoute de la musique, quoi que je fasse. Et alors quand j'écris avec des musiques de films plutôt Mhm. pour être dans l'atmosphère, dans l'ambiance. En revanche, le reste du temps, j'écoute. Là, pour venir vous voir dans ma voiture, j'ai écouté pour le coup Alter Bridge. Donc vous Ah bah tombez voilà, juste. parfait. Et alors dans un tout autre style, je crois que vous aimez bien ça aussi. Il y a toujours un Ah bah coin oui, qui le me cheval. rappelle. J'adore Eddie Mitchell. En fait, c'est un peu une idole de jeunesse aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sa musique que j'adore, que j'aime, mais j'ai grandi avec La Dernière Séance. Ouais. Et mes parents ont fait un truc quand j'étais petit. On n'était pas à l'époque où on diabolisait les écrans et tout. Bon, en même temps, on n'avait pas cette dépendance, les téléphones n'existaient pas, mais ils m'ont filé une vieille télé noir et blanc que j'ai pu avoir dans ma chambre alors que j'étais quand même très jeune, en me disant, on te responsabilise. C'est-à-dire que c'est toi qui gères. Par contre, si t'as pas des bons résultats à l'école, etc., on la retire tout de suite. Et du coup, je m'autorisais, notamment je crois que c'était le mardi soir, la dernière séance. Donc, je m'étais dans ma chambre, je France regardais, et puis il y avait les doubles présentations, donc il présentait les films, Eddie Mitchell. Donc, il m'a initié à la culture cinématographique, notamment aux films noirs, aux vieux films d'horreur des années 50, 60. Et puis, la dernière séance, oui, bien sûr, C'est magique ça, et on a une pensée toute particulière pour lui aujourd'hui parce qu'il a des petits problèmes de santé, Eddie Mitchell en ce moment. Il devait être notre invité pour tout vous dire la semaine prochaine, ça a été repoussé, on lui souhaite de se rétablir très très vite. Alors pour les séries maintenant, vous avez enfin terminé ça, Maxime Chatham. Ah oui. Oui, donc vous êtes très bien renseigné. En même temps, j'en ai parlé sur les réseaux il y a pas longtemps, ça. Ah, Ben oui, voilà. Game of Thrones. Vous ouais. l'avez mis en attente pendant longtemps? Oui, Parce parce que qu'en vous fait, travaillez trop, ou- c'est-à-dire que la première saison m'a tellement plu à Ouais. l'époque que je me suis dit, mais en fait, ça, je veux tout regarder d'une traite, je veux pas attendre Ah oui. tous les ans, ça va être insupportable. Ah oui. Et donc, je me suis arrêté assez tôt de regarder. Et alors, j'ai marrant. réussi à tenir À des années tenir. sans me faire spoiler. Et puis après, j'ai plus eu le temps. Et là, j'ai trouvé le temps il y a quelques mois et j'ai pu enfin terminer très récemment la dernière saison. Et je fais partie des rares personnes qui ont aimé la fin. Alors C'est- que tous les fans l'ont détesté. Oui, vous mais avez parce aimé. qu'en fait, j'ai eu un rapport très viscéral et créatif à la fin. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans les livres. Parce que je l'ai écrit, je crois d'ailleurs sur les réseaux, j'ai dit que c'est pas la fin que j'aurais voulu, mais c'est la fin que la série commandait, que l'histoire commandait, Ouais. que les personnages obligeaient. Et ça, c'est un truc qu'un romancier vit. C'est-à-dire que moi, je commence un roman, je sais exactement où je vais, pourquoi j'y vais, et comment ça va se finir. Mhm. Et puis, vous pouvez être sûr que dans 90% des cas, ça va pas être la fin que je vais écrire parce qu'au cours d'écriture, l'histoire, les personnages, tout ça Ça te va un peu me surprendre. dépasser. Ouais. Et oui, et à un moment, je vais réaliser, mais en fait, j'avais prévu ça, mais c'est très intellectuel, organiquement parlant, en termes de, Ça marche pas. ouais, de tripes des personnages, de qui ils sont. Ça ne peut pas se finir comme ça. Et donc, il y a une bifurcation qui s'opère, il faut savoir l'écouter. Est-ce que vous partagerez un jour la fin que vous imaginiez pour Game of Thrones? Parce que Voilà. moi, j'aimerais bien savoir ce que Maxime Chatham imaginait. Jour d'Halloween, vous m'invitez pour parler d'horreur et tout, je vais casser un truc. Moi, je suis un grand sentimental. Moi, je rêvais que ça se finisse bien, qu'ils Il n'y avait s'aiment. pas de mort. Mais non, mais j'en avais marre, il y en a eu trop de morts. Moi, je tue, je Ok. torture dans mes bouquins, enfin pas dans Prime Time, mais dans les autres. Et, Ouais. mais la réalité, c'est que j'ai envie que ça se finisse bien, que les gens s'aiment et qu'ils se prennent dans les Il y a bras. un petit cœur derrière, bien sûr. Il y a un gros cœur, trop gros. Allez, on termine avec la littérature. Quelle littérature. Mais Mark Twain, mais attention, parce que Vous le lisiez petit. mais oui, Tom Sawyer. et au-delà de ça, c'est-à-dire que même encore aujourd'hui, Mark Twain, faut pas oublier, c'est le père de la littérature américaine moderne. C'est-à-dire Ouais. que c'est le premier auteur qui commence à entrer dans une littérature disruptive au sens où il casse les codes. Jusqu'à Mark Twain aux États-Unis, la littérature, elle a un code, on n'en sort pas, on écrit comme ça. Et lui se dit, mais non, moi j'ai envie d'écrire avec. Je veux qu'on sente ce que c'est que les accents, parce que c'est fondamental aux États-Unis les accents. Mm. Je veux qu'on comprenne le langage familier. Et il se met à écrire en introduisant dans sa littérature quelque chose d'extrêmement familier, d'extrêmement quotidien, et qui fait d'ailleurs son succès. Les gens se disent, mais enfin un livre dans lequel on se retrouve comme on est vraiment et pas comme on serait stylisé à travers la littérature et les émotions.
Voilà, on aurait pu citer aussi Sherlock Holmes, Jules Verne, Tolkien, Stephen King, Barjavel. ou Harlan Coben, Barjavel, qui font partie aussi de votre panthéon littéraire. On a essayé de piquer un petit peu à droite à gauche avec des informateurs. Oui, j'avoue, effectivement. Des informatrices. Une surtout, qu'on remercie. J'avais bien compris, ce micro. Dans un instant, on va parler d'une grande gymnaste américaine avec Sasha Nokovic. À tout de suite sur Europe.